Voilà. Donc, en fait, effectivement, je vais vous parler d'une tendance qui s'appelle les climatériens. Ce mot a été, évidemment, est un mot inventé récemment. Juste pour me présenter d'abord, je vais, donc la suivante, je ne sais pas si vous la voyez, la slide suivante. Je ne peux pas passer, moi, les slides directement? Alors normalement, tu peux passer directement. Là, tu peux balayer les slides sur le. En fait, il faut que tu utilises le visuel qui est vraiment en En bas. principal, là, que Ornella présente. Ok. Donc en fait, donc Nutri-Marketing, moi je suis docteur en nutrition et dans l'agence, en fait, on a deux pôles d'activité qui sont l'innovation d'une part et puis la communication en nutrition. Donc en fait, globalement, pour aller vite, eh bien notre cœur de métier, c'est de trouver les bonnes informations qui sont scientifiques, nutritionnelles, technologiques, mais aussi les nouveaux ingrédients, les nouveaux produits. Et puis ensuite, de faire de l'innovation alimentaire, donc de la formulation, avec notamment, bon, bien sûr, moi, la nutrition, c'est un peu ma maladie, donc j'ai toujours tendance à essayer d'améliorer la composition nutritionnelle d'un produit, mais sans toutefois altérer le plaisir, puisque plaisir et nutrition, pour moi, vont vraiment de pair. Et après, donc, eh bien, on essaye de mettre en avant les atouts nutritionnels, le goût, le plaisir. Et puis, donc, on fait de la communication autour de la santé, du bien-être, mais aussi juste par exemple, techniquement, comment manger plus de fruits et légumes, par exemple, donc des messages qui peuvent être aussi très, très simples. Donc, Climatérien, alors, comme je vous l'ai dit avant, on a des systèmes de veille de l'innovation qui sont assez performants aujourd'hui, puisqu'on est partenaire de la plus grosse base de données innovation dans le monde, qui s'appelle Innova Database. Et puis, on a une base de données ingrédients, donc on a un outil très, très puissant pour analyser les tendances, les émergences et ce qu'on appelle après les bruits faibles. Et, du coup, je ne peux pas passer la suivante, je ne sais pas comment faire. Voilà, merci. Et du coup, eh bien, on a analysé une tendance qu'on a appelée les climatériens. Donc, les climatériens, c'est encore du français. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ça cristallise une certaine préoccupation nouvelle des consommateurs dans le monde entier. Et donc, on va essayer de balayer un petit peu les grands enseignements de l'étude que nous avons faite et que le CERCIA donc, s'est procuré de façon à pouvoir le partager avec vous, où dedans, on va donc voir, voilà, c'est quoi cette tendance, quels sont les chiffres, les évolutions attendues. Et finalement, les climatériens, donc ce sont les consommateurs, quelles sont leurs attentes, comment ils perçoivent les différents labels aujourd'hui qui sont à leur disposition, à la fois sur le bio, sur le local, l'équitable, etc. Et puis ensuite, un petit peu les grands sujets du moment, c'est-à-dire l'emballage et la recyclabilité, le sourcing des produits et le coût carbone de certains approvisionnements, etc., etc. Donc, on va aller voir ça. Et puis, on va finir aussi par des enseignements de les nouveaux enjeux européens de Farm to Fork qui vont avoir évidemment des retombées très, très importantes sur vos consommations. Donc, la suivante. Voilà. Il y en avait peut-être une avant, mais c'est pas grave. Donc, on va, voilà. Donc, non, la suivante. Merci. Voilà. Donc, en fait, climatérien, ça vient d'où? Eh bien, simplement, ça, c'est vraiment un dégât collatéral direct du Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte à Paris qu'on pouvait voir le ciel bleu. On pouvait voir l'Himalaya. Bon, moi, je ne l'ai pas vu chez moi, mais qu'on pouvait voir le sommet de l'Himalaya à 200 km de distance, qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps. Et puis, parallèlement à ça, eh c'est vrai qu'on ne voit plus de sacs en plastique traîner dans la rue. En revanche, on voit beaucoup de masques parce que le masque s'envole. Donc, on a bien compris tous les terriens, on a bien compris que l'impact de l'homme sur la planète et comment juste un petit virus, et ça nous ouvre les yeux. Donc en fait, on a tous été très choqués par ça, et le choc du Covid aussi, la crainte, hein, les craintes que nous avons eues, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier confinement, on n'en menait pas large quand même. Et la suivante, s'il te plaît. Et en fait, on va voir la suivante. Merci. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens voulaient remettre l'humain au cœur des consommations, au cœur des débats. Donc, on a eu les Black Lives Matter, mais aussi les soignants qu'on a applaudis, si vous vous souvenez. Et puis, le bio qui finalement se fait doubler par les allégations de local, c'est-à-dire c'est fait dans mon jardin d'à côté. Donc, finalement, c'est peut-être mieux que le bio. La suivante.
La suivante, merci. Alors, finalement, qui sont ces climatériens? C'est difficile aujourd'hui de donner un chiffre précis puisque c'est une tendance qu'on a ressentie, mais il n'y a encore pas de chiffre vraiment officiel. En revanche, on sait que aujourd'hui, 71% des consommateurs dans le monde se sentent concernés par l'environnement. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce sont des puristes, des ayatollahs, ce sont des gens qui se préoccupent. C'est monsieur, madame, tout le monde aussi, il n'y a pas que les purs babacools, hein. Et puis, il y a 47% de gens qui portent vraiment attention aux labels qui sont liés à l'environnement. Ça, c'est une donnée de FCG Gurus de cette année, hein. Et puis, par exemple, 39% des citoyens qui sont conscients de la menace du réchauffement climatique, même si on a bien tous conscience que le réchauffement climatique planétaire, nous sommes que des petits individus voilà, dans notre paire de chaussures, donc on se dit, mais je ne peux rien faire. En réalité, si chacun de nous met une petite goutte d'eau, ça finira par faire un océan. Alors aujourd'hui, on sait que selon le baromètre Max Havelaar, on sait que 73% des Français veulent consommer plus responsable. Pour autant, vous avez quand même vu aussi qu'on ne se passe pas encore de thé, de café, de chocolat, et pourtant ça ne pousse pas encore à Londres pour l'instant. Et 91% des Français achètent au moins un produit responsable par mois, ce qui est un très bon score. Alors ça peut vous paraître tout à fait anodin, un produit par mois, c'est rien du tout, mais en réalité, ça signe vraiment une tendance vers, et c'est ça qui est le plus important. Alors aujourd'hui, le Covid nous a dit, ah oui, mais il faut mieux rémunérer les agriculteurs. Finalement, les agriculteurs ne sont pas ces satanés pollueurs avec leurs vaches, non, ce sont des... On le dit souvent, il n'y a pas de pays sans paysans, c'est-à-dire que c'est eux aussi qui produisent et qui vont nous faire la nourriture de demain. Donc, on sait que la proximité qu'il y a entre celui qui produit, le sol, les animaux, les plantes, le mangeur, et puis aussi le recyclage, c'est-à-dire le compost, mais aussi tous les déchets que l'on doit recycler parce qu'ils ne sont pas, biosourcés, donc il faut les recycler d'une façon ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, en fait, eh bien, la majorité d'entre nous, on sait qu'il faut passer à l'acte, donc allons-y, on tourne la page. La suivante. Merci. Donc finalement, quelles sont leurs attentes? Eh bien, les attentes de vous et moi aussi. C'est-à-dire que moi, je suis toujours un peu au centre, mais finalement, au lieu d'être au centre, maintenant, je suis qu'un élément de la chose. Et ça, c'est très important. C'est une vraie révolution. C'est-à-dire que je ne suis plus égocentrée. Et moi, je fais partie d'un cycle qui est le sol avec ses microbes, les plantes et l'air et le soleil, bien sûr, les animaux qui mangent plus ou moins les plantes, l'eau des sources, mais aussi l'eau des océans. Et là, on a quand même des signes visibles de l'altération de tous ces points-là, notamment la déforestation, la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution de l'océan, ça fait des images très, très médiatiques, et le gaspillage alimentaire qui est un des items qui touche le plus les Français, parce que nous, en France, on n'aime pas du tout gaspiller. La suivante. Je vais assez vite parce que je veux garder un petit peu de questions pour nous. Alors, qui est-ce qui est concerné? En réalité, il y a énormément de gens. Alors, vous voyez, ça, ce sont des chiffres monde et puis il y a des chiffres... donc, je suis concernée à propos de l'environnement. Ben, vous voyez que globalement, il y a 74% des humains. Et en Europe, on est à 73, donc ce n'est pas nous qui sommes les plus concernés, ça va être l'Amérique du Nord. Mais l'Amérique du Nord, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus polluée aussi que peut-être qu'on est nous en Europe. Et puis, la proportion des consommateurs qui disent qu'ils veulent faire quelque chose et qui sont plus conscients pour l'environnement, ben vous voyez que c'est quand même, tous les chiffres sont au-dessus de la moitié des populations. Donc, ça veut dire que ceci cache aussi une minorité qui a autre chose à faire que de se préoccuper de l'environnement, hein, notamment le milliard d'humains qui crèvent de faim. Eh bien, finalement, ça veut dire que c'est quand même une très, très forte attente. La suivante. Alors, les climatériens, on va voir qu'il y a plusieurs facettes, plusieurs items, et que selon le pays ou la région, on va faire plutôt une priorité sur un thème, deux thèmes, mais pas forcément sur tous les thèmes. Donc là, on va voir, ça regroupe en fait climatérien, à la fois le fait de végétaliser son alimentation, donc ce qu'on appelle la tendance Veganomics. Ça peut être aussi de rester local, c'est-à-dire de diminuer les coûts carbone des approvisionnements. Ça peut être aussi de choisir de consommer 100% naturel, même si ça, c'est très, très compliqué aujourd'hui. Ça peut être aussi le bien-être animal. Pour un Français, c'est une priorité. Peut-être que ça veut dire aussi 100% bio, mais ça, c'est pas forcément tout à fait faisable. Et puis, l'engagement de chaque mangeur. Alors, on va aller vite pour balayer ces tendances-là. Vous aurez plus de détails dans l'étude. Mais globalement,
on va faire appel à ce qu'on appelle le concept One Health, donc c'est une santé pour tous. En fait, ça veut dire qu'on est tous liés par notre santé, les sols, l'eau, les plantes, les animaux, l'homme, le recyclage, tout ça, finalement, c'est une santé pour tout le monde qu'on doit partager, donc avec différentes priorités et différents grands concepts. Et finalement, on voit à droite, dans l'araignée, on voit que finalement, il y a une partie qui est vraiment les impacts sur l'environnement et il y a une partie qui est l'impact sur la société. Et donc, en fait, tout ça doit faire un tout et ça doit être quelque chose de cohérent. Et c'est en fait, c'est à ça qu'il faut arriver maintenant. La suivante. Alors, Veganomics, je vais aller assez vite, mais vous voyez que dans cette tendance-là, eh bien, les gens disent, ah ben moi, je sais que si je mange mieux, je vais être en meilleure santé. Donc là, c'est 73% des gens maintenant. Ça, c'est une vraie révolution parce qu'en France, encore, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, les Français disaient, moi, je veux d'abord que ça soit bon et après que ce soit pas cher. Donc la santé, ça venait après. Et en fait, c'est vrai que le Français, il pensait, de toute façon, si c'est bon au goût, ça sera forcément bon pour ma santé. Par exemple, du foie gras, c'est bon, donc ça ne peut pas me faire de mal. Globalement, l'aliment santé, c'était un petit peu par le goût. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement crétin parce que d'un point de vue physiologique, ça s'exprime tout à fait. Mais après, vous voyez que c'est l'environnement, c'est surtout ça qui va motiver les gens à 71%. Donc là-dedans, vous avez des gens qui veulent manger, enfin, végétaliser leur alimentation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir véganes du jour au lendemain. Vegan voulant dire végétalien, donc ne manger aucun produit qui a touché un animal, pas même du miel. Là, c'est vraiment, c'est je végétalise. Et d'ailleurs, de plus en plus, surtout dans les nouvelles générations, donc moins les très grands seniors, eh bien, on arrive à écouter le PNNS et à suivre ses recommandations, c'est-à-dire on ne mange de la viande ou du poisson qu'à 1 des 2 repas par jour, ce qui est très bien, ce qui est très suffisant et qui est même encore excessif puisque on sait aujourd'hui qu'en France, on mange globalement 20% de protéines en plus que ce dont on a vraiment besoin. Donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait encore réduire les quantités de viande ou de poisson. Moi, je suis un peu affolée parfois de voir la taille des beefsteaks qui sont servis dans la grande restauration, dans la grande distribution ou chez les artisans. C'est des steaks ils ont souvent 50% de portions en trop par rapport aux besoins. Alors, la suivante. Et donc là, on va aller vers les légumineuses, les céréales, avoir des repas un petit peu comme ça. Mais après, on cherche aussi des protéines alternatives qui sont végétales, de façon à assurer les besoins en protéines de la journée. Mais le problème ne va pas forcément être la protéine, ça va être vraiment les nutriments qu'apporte la viande et qui ne sont pas dans les végétaux. Notamment, pour les femmes et les jeunes filles, le fer et le zinc. Donc aujourd'hui, on sait que la majorité des Françaises, par exemple, sont déficientes en fer et en zinc, et ce ne sont pas les légumineuses qui vont pouvoir pallier à ça. Donc les protéines, ce n'est pas tout le problème, hein, on n'a pas tout solutionné avec ça. Et là, vous voyez que la part des Français qui pensent que le véganisme est nécessaire pour la cause animale est par âge. Vous voyez que les plus jeunes sont beaucoup plus concernés que les plus vieux, que les plus anciens. Et ça, c'est un petit peu logique parce qu'on ne change pas des habitudes alimentaires de 65 ans et plus. Donc, voilà. Alors après, on a aujourd'hui des offres typiquement avec les faux hamburgers qui sont faits avec des protéines végétales. Et figurez-vous que ça, c'est en train de se casser la figure aux États-Unis parce qu'en fait, ce marché des fausses viandes de Beyond Burger et compagnie, eh bien, en fait, ça ne représente qu'1,5% du marché de la viande. C'est tout à fait ridicule. En revanche, le bruit médiatique est énorme. Et par contre, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'additifs dedans, les gens s'en rendent compte, et que finalement, ce n'est pas aussi bon qu'un beefsteak. Donc, probablement qu'à l'avenir, en tout cas, c'est vrai que nous, les Gaulois, on n'aime pas trop les succédanés de choses, mais globalement, il faut s'attendre quand même à avoir des produits végétaux qui sont des végétaux et qui sont visuellement des végétaux, c'est-à-dire que vous allez avoir un dalle de lentilles, vous allez avoir des samosas avec des pois chiches et puis je sais pas quoi, des légumes, etc. Donc, on va avoir des vrais produits végétaux qui ne seront pas des copies de produits animaux. La suivante. Donc, en termes d'alternatives végétales, donc on a évidemment beaucoup d'exemples dans l'étude que vous pourrez voir, avec à la fois des succédanés de viande. Donc, il y a certains qui marchent très bien. Erta, par exemple, qui a proposé, c'est quand même incroyable, une marque 100% cochon et qui se met à 100% légumes, enfin, disons végétales. Mais après, vous avez aussi des solutions de produits laitiers à base de différentes sources végétales. En dehors du soja et de l'amande, aujourd'hui, on a même, vous voyez, de la noix de cajou, hein, ce qui est un petit peu, parfois, un petit peu incommun. La suivante.
Je dis incombe parce qu'en fait, la noix de cajou, elle pousse pas non plus ni à Londres ni à La Baule, donc ça fait des kilomètres pour simplement avoir un produit qui finalement qu'on a peut-être sous la main, notamment par exemple avec le chènevis ou avec la graine de lin ou avec plein d'autres choses qui poussent vraiment chez nous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va aller plutôt vers les végétaux plutôt que des alternatives à la viande, on va dire. Donc la suivante, elle est belle cette photo quand même, hein. Alors voilà, les nouvelles protéines. En fait, vous voyez que là, à gauche, vous avez un produit qui est protéiné à base d'insectes, hein, parce que ça, c'était aussi une question en suspens. Aujourd'hui, l'Europe a donné son aval pour faire des produits à base d'insectes. Et puis à droite, vous avez la viande in vitro qui est aujourd'hui commercialisée déjà à Singapour. Donc moi, je pense que les Français seront végétariens avant de devenir insectivores, mais je peux me tromper. Et la viande, en fait, le problème, c'est que plusieurs de ces solutions de viande nécessitent quand même d'abattre la bestiole. Donc en fait, c'est pas du tout ce qui est recherché à la base. Donc on n'y est pas non plus, on n'est pas du tout à avoir un vrai beefsteak qui pousse dans une boîte de pétri. Ça, c'est évidemment une fake photo. La suivante. Donc après le local, la suivante. Donc le local, on veut tous du local, que ce soit le job, les fournitures, etc. Et pour l'instant, la suivante. Et pour l'instant, on a quand même, on reste à fermer les yeux sur les étiquettes des vêtements, notamment qui viennent tous d'Asie, que ce soit la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, etc. Alors qu'en réalité, en France, on fait aussi des vêtements qui sont bien plus chers, c'est vrai, mais qui, voilà, si on veut consommer local, ben, il faut mettre le prix. Donc aujourd'hui, le consommateur va se tourner vers des distributions alternatives. C'est-à-dire, au lieu d'aller au supermarché, eh bien, il va aller s'approvisionner, parfois directement auprès des AMAP, parfois sur les marchés, ou parfois, enfin voilà, il a des circuits alternatifs qui peuvent aussi être voilà, le copain du copain du copain qui finalement connaît une ferme qui fait des œufs et donc les œufs passent de main en main jusqu'à chez vous. Donc ça peut être toutes sortes de solutions et ça vraiment c'est quelque chose qui prend sens parce que pour les Français, eh bien pour eux ça fait sens de pouvoir privilégier une production locale, ne serait-ce que pour rester français, quoi. Enfin voilà, pour donner je ne sais plus comment on dit en français, mais pour donner la priorité à des productions françaises et par solidarité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La suivante. Donc, c'est vrai que là, la Covid a vraiment accéléré cette tendance-là, puisque après, il y a eu les livraisons directes, et moi, je pense que ça pose un problème vraiment écologique, parce que quand on voit qu'avant, on allait à vélo jusqu'au supermarché, on faisait le plein, on ramenait à la maison, alors que là, si on se fait tout livrer, eh bien, ça fait beaucoup de mobylettes, ça fait beaucoup de cartons, ça fait beaucoup de scotch, ça fait beaucoup de plein de choses qui ne sont pas recyclables, et je pense que ça n'a plus de sens maintenant. Donc, en fait, il va falloir quand même refavoriser peut-être des petites. Alors, on a fait exactement comme avec l'agriculture, hein, on a tout remembré pour avoir des très grandes parcelles. Maintenant, on replante des haies. Mais de la même façon, on a détruit tout le petit commerce pour faire des hypermarchés. Ben, aujourd'hui, on fait le contraire, c'est-à-dire on fragmente l'hypermarché puis on le met un petit peu partout dans les villes. Donc après, voilà, merci. Donc aujourd'hui, on en vient à des systèmes d'origine des ingrédients. Donc il y a le Nutri-Score, il y a des informations nutritionnelles, mais là maintenant, il y a des informations sur les origines. Vous savez que pour certains items, les fruits, les légumes, les poissons, la viande, on est obligé de mettre l'origine des ingrédients. Donc où est-ce que ça a été cultivé ou élevé, et après éventuellement où est-ce que ça a été travaillé. Et là, par exemple, vous avez Intermarché qui fait le Franco-Score. Donc là, vous voyez, la charcuterie, elle a été faite avec 92% d'ingrédients français. Donc voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus dans la tendance, que ce soit en France ou ailleurs. Ça a commencé par l'Australie d'ailleurs, hein, qui a fait des étiquettes avec exactement d'où venaient les ingrédients et où est-ce qu'ils avaient été travaillés. Donc ça donne quand même pas mal d'informations. Et ça évite aussi d'avoir des yaourts dont la fraise vient de Chine, qui après a été envoyée là pour mettre du colorant, puis après là pour mettre une vitamine, puis après là pour... Donc voilà, ça permet quand même d'avoir une consommation un peu plus transparente. Donc là, Leclerc fait pareil. Hein. Donc en fait, ça, c'est vraiment une tendance qui va se généraliser. La suivante. Il n'y a pas un joli petit dessin là de Laura? Elle ne peut pas nous montrer un joli petit dessin? Non, je continue.
Ah, voilà, merci Laura. Alors, qui est-ce qui est concerné? Ben oui, effectivement, le consommateur se tourne vers les circuits alternatifs, voilà. Et l'origine des aliments, c'est quelque chose d'important. Peut-être que pendant la discussion, on pourra aborder cette idée-là, hein, que finalement, eh bien, pour la planète, ça serait pas mal de consommer globalement moins, ce qui nous ferait rentrer dans nos pantalons. Et puis, du coup, ben, ça coûterait moins cher à la planète et à votre portefeuille et à votre budget de santé. Donc ça, c'est vraiment le bon plan, quoi, finalement. Alors, je vais repartir sur ma présentation avec notamment la consommation raisonnée. Et donc là, en fait, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que les gens, les Français, vous et moi, je pense, on a besoin que les marques s'engagent et qu'elles se disent, oui, je m'engage à vous donner des produits, à choisir des produits français, à choisir des ingrédients français, etc. Et là, les consommateurs aujourd'hui, avec la Covid, avec tous les malheurs qu'on a pu voir, donc des restaurateurs qui partaient en banqueroute, enfin voilà, tout ce qu'on a pu voir autour de nous, eh bien, on veut que les gens soient solidaires et s'engagent et soient plus transparents, ils soient plus honnêtes. La suivante. Donc là, évidemment, encore une fois, la fabrication française, ça coûte de l'argent, mais ça en vaut la peine. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des produits qui ne sont pas plus chers. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Alpina Savoie, c'est une société que j'admire beaucoup parce qu'ils ils récoltent du blé dans la région des Alpes et ils font des creusets, des pâtes, etc. Et eux, ils ont choisi d'avoir au départ une culture raisonnée et donc, ils ont fait le raisonné d'abord, après le bio et après, donc, avec leurs ingrédients, 100% France. Et finalement, c'est quelque chose de très intègre. Et leurs pâtes, finalement, elles ne sont pas tellement plus chères que les autres. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment acceptable. Mais on voit que la totalité de la société s'est engagée vraiment. Et ça, je veux dire, ça a une valeur qui est au-delà de la valeur nutritionnelle ou alimentaire. Hein. Ça a une valeur, ça nourrit aussi l'estime que vous avez en vous d'acheter des produits de cette qualité-là. Donc, le bio, malheureusement, il a très très bien marché l'année dernière pendant le confinement, aussi parce que nous on soupçonne ça, c'est que comme les magasins conventionnels s'étaient fait dévaliser, notamment en pâtes, en produits de première nécessité, eh bien les gens ont fini par acheter tout ce qu'il y avait dans le bio, puisqu'il fallait bien qu'ils ramènent quelque chose dans leur caddie. Donc le bio a beaucoup profité de cette vente massive, mais malheureusement cette année, eh bien le marché est baissier, et donc on n'explique pas vraiment exactement pourquoi, mais ça c'est une réalité. Pardon, la suivante. Et donc, un des concurrents du bio, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi, donc il y a le local, c'est certain, mais il y a aussi la promesse de résultat qui est zéro résidu de pesticides. Donc ça veut dire que là, vous avez une obligation de résultat, alors que dans le bio, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je ne sais pas pour vous, si vous avez un enfant, est-ce que vous préférez lui acheter une compote bio ou alors une compote avec sans résidus de pesticides. Donc là, ça, c'est une question parce que vous voyez que l'éthique n'est pas tout à fait la même. Alors, Andros a solutionné en disant je suis bio et sans résidus de pesticides. Donc, on met l'obligation de moyens et de résultats. Et finalement, je pense que à moyen terme, on risque d'aller vers ce genre de promesses-là, c'est-à-dire je travaille bien et je vous garantis que je travaille bien. La suivante. Alors, l'engagement, justement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et le climatérien, il a besoin aussi de dire à son entourage, regardez, moi, je suis une bonne personne, je prends soin de mon environnement, je recycle, je prends des bouteilles en verre, je vais dans le vrac, dans les rayons vrac, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, c'est vrai que, alors, c'est pas forcément, on ne peut pas dire que la priorité, c'est le réchauffement climatique, mais globalement, c'est pour pouvoir être être bienveillant pour la planète. Donc voilà. Alors évidemment, la Covid a fait que on était dans le vrac et puis finalement, à cause du virus, on a eu peur, puis on a repris des pots en plastique et des pots en plastique bien épais pour être sûr que le virus n'allait pas rentrer dedans. Donc bon, ça peut se comprendre. Mais globalement, je pense que là, on est en train d'aller vers de moins en moins de plastique et après des emballages recyclables. On va le voir dans les prochaines slides. Donc là, effectivement, les engagements, on voit quand même quelques entreprises qui s'engagent beaucoup. On voit certains logos qui sont aussi des engagements forts, le bien-être animal par exemple, où là, ça va extrêmement finement dans qu'est-ce qu'il y a de bien dans cet animal. Ça, c'est Casino qui a mis ça au point. Vous regarderez le détail, mais c'est quand même très intéressant. Et là, vous voyez que voilà, il y a du boulot, il y a une volonté, et voilà. Si pour vous, le bien-être animal est une priorité, ces produits-là sont pour vous, c'est sûr.
La suivante. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sociétés, de grands groupes. Il y a Nestlé, il y a Danone, qui ont vraiment fait des engagements qui ont vraiment fait des démarches pour montrer qu'ils étaient engagés. Après, évidemment, c'est un peu du marketing aussi, mais c'est à vous de choisir, de juger si vraiment c'est une démarche transparente et éthique ou pas. Alors, le gaspillage alimentaire, ça, c'est une priorité pour les Français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, eh bien, vous voyez, 96% des Français se sentent concernés par la réduction du gaspillage. C'est vrai que pour nous, c'est insupportable de voir des pommes qui sont jetées, qui sont laissées abandonnées parce qu'il y en a trop, parce qu'on ne sait pas, ben là, elles ont pas assez attendu autre chose. Donc, on est tous dans cette démarche de vouloir gaspiller moins. La suivante. Alors évidemment, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité sanitaire. La naturalité, là vous avez des chiffres, je passe aussi dessus. Vous aurez cette présentation, hein, donc vous pourrez l'éplucher après quand vous avez le temps, mais je vois que le temps passe, alors je vais passer à la suivante. Et puis la simplicité, donc vous savez, c'est le fait de dire, eh bien, les Français n'aiment pas les additifs, donc là c'est de dire voilà, je mets que ce qui est utile à ma recette et pas d'ingrédients baroques ou bien d'additifs synthétiques. Alors on peut pas, évidemment, pas toujours s'en passer, loin s'en faut, mais c'est vraiment une tendance, on veut aller vers ça. La suivante. Et puis finalement, la transparence et l'honnêteté, c'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la majorité des consommateurs dans le monde veulent plus de transparence. Et si je vous dis qu'en France, il y a 27% des Français seulement qui font confiance dans l'industrie alimentaire, eh bien, c'est donc calamiteux. C'est-à-dire que j'ai entendu des consommateurs me dire « Ah, mais là, il y a marqué sur cette bouteille de pur jus d'orange, il y a marqué sans sucre ajouté comme le veut la réglementation, mais moi, je sens bien qu'il y a du sucre puisque je goûte le sucre. » Donc, les gens, même mettent en doute ce qui est écrit sur l'emballage et pourtant qui est contrôlé par la loi, eh bien, ça veut dire qu'il y a vraiment une crise de confiance très, très profonde avec les industriels. La suivante. Alors, les emballages, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, 78% des Français estiment que les emballages plastiques ne sont pas nécessaires. Alors, ils disent ça comme ça, mais en réalité, c'est pas aussi simple puisqu'il faut quand même avoir l'emballage, il n'est pas là pour juste porter le marketing. Il est d'abord pour protéger le produit de tout ce qui est adultération, hein, qu'elle soit microbiologique ou autre. Et donc, c'est quand même important d'avoir une protection de l'aliment. Mais par contre, il y a évidemment des emballages qui sont absolument inacceptable aujourd'hui puisque c'est pas du tout recyclable. Je pense au polystyrène, des choses comme ça, alors qu'on peut avoir des matières cartonnées avec un léger film plastique ou avec une membrane qui est recyclable. Enfin, il y a quand même beaucoup de solutions. Mais il faut dire aussi que là, par exemple, on est sur un projet d'innovation, et bien pour avoir un sachet qui soit 100% recyclable pour des crackers, eh bien, on me demande 2 € par paquet. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Alors, il faut vraiment avoir la volonté de tenter de le vendre et de convaincre le consommateur pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher. Donc, peut-être que ça va baisser le prix, mais en attendant, aujourd'hui, c'est très cher. La suivante. Alors, la réduction du plastique, on a mis moins de plastique en poids, mais quand même, il faut, sur un jambon, sur des produits traiteurs, il faut quand même qu'il y ait une barrière aux microbes au moins. Hein. Donc, voilà, tout le monde se met à ça et nous, on fait une veille d'emballage et matériaux à l'agence. Et aujourd'hui, on a des veilles qui sont extrêmement copieuses avec tous les travaux, tous les progrès que font les uns et les autres. Donc, on est vraiment dans une phase extrêmement active de développement de nouveaux emballages qui soient meilleurs pour l'environnement, en tout cas moins polluants. La suivante. Alors oui, les consignes, ça c'est une solution. Alors il y a certains pays qui sont beaucoup plus avancés que la France, mais c'est vrai qu'on va évidemment retourner à des consignes avec le problème que les emballages plastiques, vous savez, on vous vend des cups, des cups en plastique un peu dur en vous disant vous pouvez les laver. Moi, je vous déconseille ça parce que le plastique, il y a des additifs dedans et finalement, utiliser, et bien vous libérez de plus en plus d'additifs de ces plastiques et finalement, vous finissez par les manger, donc ce n'est pas forcément un bon plan. Rien ne vaut un bon verre en verre ou une bonne tasse en porcelaine. La suivante. Alors, les labels liés quelle est la perception des labels liés à l'environnement? Donc, vous voyez que, évidemment, le plus connu des labels en France, c'est le label rouge, mais vous voyez que les labels, par exemple, le bleu blanc cœur ou le Fairtrade, bon, c'est quand même assez peu connu hein, par rapport à les viandes de France, ça oui, mais enfin, c'est pas pour l'environnement non plus. Donc, vous voyez qu'on est encore quand même, il y a beaucoup plus de bruit médiatique que de bruit commercial, hein, comme vous le voyez.
Alors, pour finir, on va aborder l'idée, enfin, le projet européen, le gros projet européen de Farm to Fork. Donc, ça veut dire la fourchette à l'assiette, et c'est quelque chose qui est politique, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui choisit et qui souhaite être leader dans ce domaine de Farm to Fork, avec plusieurs facettes que je vous ai appelées jusque-là, qui sont environnementales, qui sont d'ordre de la culture et de l'élevage, de l'eau, de les emballages, etc. Mais globalement, tout ça, ça veut dire que c'est un pacte vert pour l'Europe, mais ça veut dire qu'il y aura des obligations de résultats, de la même façon que la loi Egalim vous a fixé des obligations de résultats. Donc, après, il faut savoir si est-ce que ça va être faisable ou pas faisable. En tout cas, il y a une forte motivation européenne et je souhaite qu'on puisse progresser, mais à condition de ne pas laisser derrière nous des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à cette qualité, parce que finalement, c'est un peu une qualité que l'on veut. La suivante. Donc voilà, là je vous ai cité les grands thèmes en fait, c'est vraiment une ambition qui est politique de l'Europe, qui veut être vraiment leader mondial, alors, avec donc des stratégies industrielles vers le propre, la mobilité durable, le verdissement de la PAC, la réduction des pesticides, etc., de préserver et de protéger la biodiversité, de tendre vers zéro pollution, ce qu'on n'arrivera pas, et puis installer vraiment la durabilité, à la fois des sourcings, des emballages, etc., etc. La suivante. Et donc la suivante encore, je vais finir là. Et donc en fait, tout ça, ça veut dire que on veut finalement, le consommateur veut manger du sens, il a toujours eu besoin de manger du sens, et aujourd'hui, Dieu merci, il n'est plus égocentré, il est planète-centré, et ça je trouve que c'est quand même un vrai progrès. Donc on fait attention et on veut faire attention aux humains qui nous entourent et qui produisent. On veut faire attention à la planète qui appartient à nos enfants ou à nos petits-enfants. Et donc on essaye d'avoir un meilleur comportement. Alors, c'est pas vrai pour toutes les générations, mais même aujourd'hui, on voit quand même les anciens faire des gestes qui soient mieux pour l'environnement, c'est-à-dire oublier leurs vieilles habitudes pour prendre de nouvelles habitudes. Mais à l'évidence, les nouvelles générations sont beaucoup plus intéressés par tous ces items-là. Et eux, ça ne les dérange pas du tout de manger, de faire des journées sans viande, de faire... Enfin voilà, les nouvelles générations seront porteuses de tout ça beaucoup plus que les anciennes. Et la suivante, je pense que ça doit être la dernière. Alors, la question maintenant, c'est à propos d'agriculture, c'est voilà, est-ce que c'est intéressant d'avoir une culture, je dis n'importe quoi, de l'olivier en Méditerranée et que l'huile d'olive arrive jusque dans le nord de la France, ou est-ce qu'il vaut mieux se débrouiller pour cultiver des oliviers au cœur des cités? Est-ce qu'il vaut mieux de l'agroécologie, comme il y a en bas à droite, comme il y a à droite, ou est-ce qu'il vaut mieux des fermes verticales, des urban farming, les fermes indoor, donc des plantes qui finalement sont poussées industriellement, mais dans des endroits protégés, parfois même dans des endroits quasi stériles, parce qu'on ne veut pas mettre de pesticides, donc il ne faut pas non plus avoir ni de prédateurs, ni de maladies. Donc ça, c'est la grosse question aujourd'hui. Et l'autre question subsidiaire, c'est le miel qui est cultivé sur le toit de l'Opéra de Paris, ou celui qui est cultivé près d'Orly. Ça vous intéresse de le consommer, ou est-ce que vous êtes comme moi en me disant bah oui, moi je préfère aller chercher du miel dans la Haute Marche, par exemple, qui serait plus propre, en tout cas moins pollué. Donc la véritable question, elle est là aussi. Et la fin, ça doit être la dernière, je pense. Merci beaucoup. Et donc, je suis à votre disposition pour regarder les petits dessins de Laura ou pour répondre à vos questions si vous en avez. Moi, j'avais une question justement, c'était par rapport à l'éco-score. Est-ce que tu as des informations à partager par rapport à ça? Alors en fait, là aujourd'hui, il n'y a rien ce n'est pas une obligation légale. Aujourd'hui, les seules obligations en alimentaire, c'est on doit respecter le règlement ECO, c'est-à-dire avoir l'étiquetage nutritionnel, avoir un certain nombre d'items obligatoires, notamment, globalement, c'est la dénomination légale, la liste d'ingrédients, le tableau nutritionnel avec un certain format. Le Nutri-Score, il est que facultatif. Par contre, donc le Nutri-Score, il faut s'engager au Nutri-Score, donc faire un espèce de contrat avec Santé publique France pour pouvoir y adhérer. Mais par contre, attention, parce que déjà le Nutri-Score, sur tous les drives, sur toutes les bases de données, sur les sites marchands, ils sont tous indiqués. Donc en fait,
Si vous ne voulez pas adhérer au Nutri-Score parce que vous avez des sales notes, sachez que de toute façon, vos notes, elles sont visibles de tout le monde. Donc, c'est pas, voilà, mettre la tête dans le sable, c'est pas forcément un bon plan. Et l'éco-score, c'est donc pas du tout, c'est pas encore quelque chose qui est dans les rails de la réglementation parce que c'est extrêmement compliqué de faire des évaluations de tous les items dont on a parlé. C'est-à-dire que le coût carbone, c'est quoi un coût carbone? Est-ce qu'il faut vraiment faire toute la chaîne? À ce moment-là, à calculer, c'est juste un enfer. Donc, sachant que les données ne sont pas reproductibles, aujourd'hui, je vois mal que ça soit obligatoire. En revanche, d'avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui ont changé par rapport à la provenance. Avant, on pouvait dire que c'est fabriqué en France, made in France, et puis finalement, eh bien, par exemple, les Chinois, ils ont racheté l'aéroport de Châteauroux pour pouvoir faire arriver par avion de la camelote de Chine et faire le dernier montage sur le terrain, enfin, sur l'aéroport pour pouvoir marquer que c'est fabriqué en France. Donc aujourd'hui, on a une barrière contre ça qui est, pour pouvoir dire que c'est fabriqué en France, il faut que l'ingrédient principal soit français. Donc si vous faites je sais pas, la confiture de fraises, eh bien, pour qu'elle soit en France, il faut que l'ingrédient principal soit cultivé en France. Donc, en fait, on a quand même, on essaie de mettre des garde-fous, mais globalement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un éco-score dans un moyen avenir, on va dire. Oui. Oui. Alors, on va aller voir s'il y a des questions dans le chat. Ah oui, je peux les voir aussi. Donc, alors, dans le chat, les classifications SIGA, impact sur les ventes connues. Alors, en fait, la classification SIGA, ça, c'est pas du tout, comment dire, c'est ni une obligation, ni quelque chose de scientifique. Hein. Et donc, alors, en fait, moi, je peux vous parler de l'impact du Nutri-Score sur les ventes. Et on se rend compte que, alors, en fait, pourquoi c'est pas que je ne veux pas répondre à la question, hein, mais SIGA, ce n'est pas un score nutritionnel. C'est juste un score de c'est très transformé ou c'est pas très transformé. Et du coup, vous avez des médailles d'or sur du pâté, des terrines, du foie gras, enfin voilà. Alors que le Nutri-Score, c'est un guide d'achat, on va dire, qui vous permet dans un rayon d'acheter le produit qui a le meilleur ou le moindre impact sur votre santé. Donc, ce n'est pas exactement pareil. En revanche, à chaque fois qu'il y a le Nutri-Score, les produits sont surachetés par rapport à ceux qui n'ont rien du tout, aucun label de ce type-là. Et puis, quand vous avez des notes A, B, C, elles sont beaucoup plus achetées que les autres. Alors après, il y a quand même des produits qui sont intouchables. Par exemple, mon copain le Nutella, qui lui, qui peut mettre n'importe quelle sale note en facile, de toute façon, lui, ça n'a absolument pas bougé ses ventes. Donc, globalement, moi, j'ai le sentiment que le Nutri-Score, il a fait survendre des produits quand les gens pensaient qu'il y avait des sales notes sur ces produits. Je vais vous prendre un exemple. Les bâtonnets panés, de poissons panés, ils sont pré-frits seulement. Du coup, eh bien, ils se retrouvent avec des notes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Et du coup, ils ont été surachetés parce que les gens disaient « Ah bon, moi je croyais que c'était vraiment une cochonnerie. » Ben non, finalement, donc je vais en acheter plus à mes enfants. Donc ça a été suracheté. Je crois qu'ils ont une note de B. Et en revanche, il y a des produits qui sont en C et qui ont été déceptifs pour le consommateur. Par exemple, le pur jus d'orange, ben, il est classé C parce que, comme vous le savez, les boissons sont un peu saquées par le Nutri-Score, hein, parce que le Nutri-Score considère qu'il n'y a que l'eau qui soit bonne. Les autres, c'est tout, on saute tout de suite pratiquement sur du C. Et là, du coup, il y a certainement des gens qui se sont détournés des jus d'orange en disant, ben, vous voyez, je vous avais bien dit que c'était sucré, alors qu'ils ne le sont pas. Donc voilà. Alors, comment mettre le consommateur au centre du processus d'innovation? En réalité, c'est très simple. Nous, nos clients qui sont des industriels, on s'est rendu compte qu'ils suivaient parfaitement les ventes. Ils savaient exactement combien ils avaient vendu de paquets jour après jour, mais ils ne savent pas ce que les gens font avec. Et je vais vous donner 2 exemples. Le Actimel, que tout le monde connaît, qui a beaucoup de succès. Dès qu'il y a de la pub à la télé, les ventes s'envolent. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui a une bonne image pour le consommateur. Eh bien, ceux qui consomment régulièrement Actimel, ils nous ont dit, Actimel, c'est pas que c'est très, très, très bon, mais bon, ça va, quoi. Mais juste, j'ai l'impression que je me fais du bien. Et puis, c'est pratique parce que du coup, j'attrape ça dans le frigo, j'attrape mon bus et puis je peux le manger dans le bus. Ça veut dire qu'en fait, l'Actimel, il est consommé parce qu'il est pratique. Hein, si on devait le manger avec une petite cuillère, il n'aurait jamais eu de succès. Donc, ça veut dire que la praticité, souvent, va prendre le pas sur
l'intérêt gustatif ou nutritionnel ou quoi que ce soit du produit. Donc, la valeur d'usage est très importante. Alors, comment savoir ça? Une fois que vous avez vu ça, vous dites, mais bon, il faut quand même que j'aille voir comment est-ce que mon consommateur mange mon produit, à quel moment, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est juste satisfait? Donc, ça, c'est important. Donc là, il faut rentrer dans les cuisines, il faut rentrer dans les maisons, et il faut poser les questions, il faut inspirer confiance et savoir et voir. Comme ça, vous verrez que les surgelés, par exemple, ils sont consommés dans la semaine, la plupart du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un produit service qu'on a en fond de placard, du tout. C'est un produit qui est consommé comme du frais, sauf qu'il est au congèle. De la même façon, vous avez des produits, des fonds de placard, la boîte de petits pois, etc. Mais ça, c'est vraiment des fonds de placard. Mais après, le reste, souvent, ce sont des produits qui sont consommés de façon très, comme si c'était des produits frais. Donc, en fait, c'est très important d'aller voir, d'interroger les clients. Et puis après, eh bien, de faire de l'innovation autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, donc quand elles rentrent du boulot, elles veulent aller vite et elles ne veulent pas se battre avec leurs enfants en leur faisant des petits épinards et machin truc. Ah ben non, elles ne veulent pas se battre. Déjà, elles vont se battre avec les enfants pour les devoirs, pour le bain, pour le truc. Et donc, la nourriture, on va faire à l'enfant ce qu'il aime parce qu'on veut pas que, enfin, voilà, on veut avoir la paix. Et eh bien, tout ça, il faut en être conscient et il faut voir l'ergonomie des produits. Hein. Et ça c'est vraiment très important. Alors, dès l'instant que vous allez mettre dans votre équipe d'innovation des consommateurs, des vrais consommateurs, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, Frédéric, nous sommes en train de faire une étude de notre impact carbone justement pour rentrer dans une démarche éco-responsable. Le coût pour une TPE est évidemment, ça c'est très important, c'est vrai. Après, si vous voulez, je pense que on a toute une petite goutte d'eau, une petite pierre à apporter à l'édifice, c'est-à-dire qu'il faut aussi que chaque consommateur essaie de comprendre il faut d'abord être bien informé, bien sûr, mais il faut que chaque consommateur essaie de comprendre qu'à son échelle, il peut faire petit à petit pas mal de choses. Pour une TPE, parfois, c'est vraiment un enfer parce que c'est trop compliqué. Quand on a de la production, qu'on a de la culture, la transformation, la production, c'est parfois extrêmement compliqué. Et moi, je vois trop souvent des raccourcis, par exemple, justement, les fermes verticales, pour prendre que cet exemple-là, qui me disent « Ah ben nous, de toute façon, on est des éco-fermes parce qu'on prend beaucoup moins d'eau que dans les champs. » Oui, mais vous prenez aussi beaucoup plus d'électricité puisque vous chauffez le truc. Bon. Donc, en fait, moi, je ne suis pas d'accord pour prendre un item qui me convient et puis je mets le voile dessus. C'est ce que j'appelle le halo nutritionnel. Quand vous faites, c'est pas parce que je vais vous mettre de la vitamine C dans vos cigarettes qu'elles seront bonnes pour la santé. Donc, il ne faut pas se laisser éblouir par un argument qui est éclatant. Il faut aller vraiment au fond des choses, essayer en fait d'incrémenter petit à petit et finalement être dans une démarche de progression. Là, vos consommateurs seront toujours contents d'entendre ça. Ah oui, vous êtes deux dans l'entreprise, c'est sûr que là, évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, hein, c'est sûr. Mais après, je pense que la démarche, elle est ressentie par le consommateur. On a un client qui travaille que le bio, mais tous les employés de cette société, ce sont des bio-croyants, c'est-à-dire qu'ils viennent à vélo, ils ont une démarche bio, mais naturelle. En fait, je pense que aussi parce que quand vous postulez dans une maison bio, sans doute que vous avez quelques motivations supplémentaires. Eh bien, figurez-vous que cette société-là, à chaque crise, elle a pris des points. C'est-à-dire que c'est comme si le consommateur, derrière les emballages, il sentait bien que c'était une marque honnête. Et ça, l'honnêteté, c'est quelque chose qui se sent et c'est ça aujourd'hui que les gens veulent.